Je continue? Et puis de toute façon, si je réponds pas, vous pouvez me dire pendant l'intervention. Donc sur qu'est-ce que l'enseignement explicite? Donc je vous disais, là je fais une synthèse un petit peu des recherches. Donc il y a Rosenshine en 2009 qui, à partir des recherches processus produits, a fait en fait une liste un petit peu des caractéristiques des enseignants efficaces. Et c'est là en fait où ça va rejoindre exactement ce que vous disiez. Ça a l'air simple sur le terrain, enfin, pardon, ça a l'air simple comme ça, pardon, quand on le dit comme ça, et sur le terrain, en effet, c'est beaucoup plus complexe. Parce que quand on voit les caractéristiques des enseignants efficaces, commence par donner les objectifs, présente la matière par petites étapes, donne des explications claires, euh, font pratiquer les élèves, donnent beaucoup d'exercices, posent beaucoup de questions, guident beaucoup les élèves au premier exercice, fournissent des feedbacks systématiques, explicites, etc., etc. C'est à la fois assez précis, mais c'est en même temps assez vague aussi. Et un des problèmes qu'on va rencontrer, c'est que lorsqu'on fait des formations, et là on pourra en discuter après, c'est que, en effet, les enseignants nous disent, ben, ça n'a rien de révolutionnaire, enfin, je le fais déjà. Sauf que oui, mais non, pas tout à fait. En tous les cas, pas de façon systématique et vous allez voir qu'en fait, sur le terrain, la mise en œuvre interroge aussi beaucoup. Alors, pour ce qui est de l'enseignement explicite, on a aussi des étapes. Donc, si on pratique, mettons, un enseignement explicite de la compréhension, on sait qu'il va y avoir plusieurs étapes. Notamment, ça peut être donner l'objectif d'apprentissage, euh, une partie où l'enseignant va modéliser, montrer en fait ce qui est attendu, faire devant les élèves. Une troisième partie qu'on appelle pratique guidée, où l'enseignant va faire avec les élèves, les accompagner fortement. Une synthèse, en fait, on va faire une sorte de leçon de ce qu'il faut apprendre. Et puis un entraînement en autonomie, où là, les élèves vont s'entraîner tout seuls. Alors, comme vous le disiez, ok, alors maintenant je vais partir sur l'enseignement explicite de la compréhension. Voilà, alors on voit, là ce que je disais c'était général, bon, l'enseignement explicite, voilà, c'est ça, c'est telle pratique, ces étapes qu'on peut appliquer pour, pour plusieurs matières. Alors maintenant on va se pencher sur l'enseignement explicite de la compréhension. Donc dans les programmes, on nous dit l'enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi, ok, recommandation 22, faire un enseignement structuré, systématique, explicite de la compréhension, ok. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça veut dire qu'on enseigne quoi? Et donc ça veut dire enseigner les compétences mobilisées par le lecteur expert pour comprendre un texte complexe. Et c'est là où ça devient en effet une des premières difficultés, mais c'est quoi en fait les compétences? Quelles sont ces compétences mobilisées par le lecteur expert? Et là, vous allez avoir, et vous le disiez tout à fait, il faut être expert. Il faut être expert, mais dans la, enfin, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes un lecteur expert. Vous avez, lorsque vous lisez un texte, vous utilisez beaucoup d'automatismes. Vous n'avez pas forcément conscience des mécanismes que vous mettez en œuvre. Et pourtant, c'est ça que vous allez devoir enseigner. Donc, vous devez aussi être expert de la compréhension, savoir quels sont tous les processus cognitifs qui sont en œuvre en compréhension. Et là, ça devient beaucoup plus complexe parce que souvent, vous n'en avez pas conscience. Donc, en général, donc en fait, vous allez devoir un peu ouvrir cette boîte noire de savoir, mais comment je fais quand je lis pour comprendre? Moi, lecteur expert, qu'est-ce que je mets en œuvre? Et c'est ça que je vais devoir enseigner explicitement aux élèves. Alors souvent, en fait, je ne vais pas reprendre, je vais juste essayer de vous faire prendre conscience de certains processus, et je dis bien certains, certainement pas tous, processus que vous utilisez en tant que lecteur expert pour comprendre un texte et dont vous n'avez pas forcément conscience. Donc, je vais vous donner un texte, vous allez le lire, je vais vous le,
En fait, je vais essayer de déconstruire vos automatismes pour vous en faire prendre conscience. Je vais vous donner un texte que vous allez lire phrase par phrase et vous allez vous faire à chaque phrase une représentation mentale de la situation. C'est bon, c'est parti? Donc, vous faites une représentation mentale du texte. Alors, oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas accès. Ah oui, alors j'aurais pu dire, je vais le lire. Comme ça, pardon. Donc, la première phrase, c'est le Lucien Sargasses était là, tenu en laisse, par deux amarres courtes qui le serraient au quai. Sans se dire un seul mot, ils montèrent. Donc là, en fait, vous voyez bien que par moment, pour comprendre un texte, vous construisez une représentation et de manière progressive. Et en fait, ici, sans doute qu'au départ, le Lucien Sargasses, vous avez pensé que c'était quelqu'un, tenu en laisse, vous avez dit, ah ben non, ça va plus, c'est bizarre. Deux amarres courtes qui le serraient au quai, vous vous dites, bah non, c'est peut-être que tenu en laisse, vous avez dit, ah ben c'est un animal. Par deux amarres courtes, vous êtes dit, bah en fait, non, c'est pas ça, c'est un bateau. Et puis après, vous confirmez, ah oui, le marin qui les accueillit, bah oui, bien sûr. En fait, le Lucien Sargasses, c'est le nom d'un bateau. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le lecteur expert, parmi les nombreuses compétences il a celle qu'il fait, en fait, c'est qu'il a un but de cohérence. Quand il poursuit ce but de cohérence, pour lui, sa compréhension doit être cohérente. Il la contrôle et lorsqu'en fait, ce qu'il comprend n'est pas cohérent, quand il a une nouvelle information qu'il intègre et qui ne va pas avec ce qu'il a déjà compris, il va revenir sur ce qu'il a compris, il va se montrer flexible, il va se faire une nouvelle représentation. Tout ça, ce sont des compétences du lecteur expert que vous avez et que l'on peut enseigner, auxquelles, enfin, ce sont des compétences auxquelles on ne pense pas forcément puisqu'on l'utilise de façon automatique, mais ce sont des choses que vous allez pouvoir enseigner. C'est ça en fait, enseigner explicitement la compréhension, ben, c'est dire, ben voilà, le lecteur expert, il est flexible, il est capable de remettre en cause sa première représentation, et c'est ça que vous allez enseigner aux élèves. Donc en effet, le lecteur expert, il est capable de contrôler sa lecture, de la réguler s'il rencontre un obstacle, une incohérence. Il va mettre en œuvre une stratégie parce que en fait, il a ce but de cohérence dans sa lecture. Et donc, à partir de ça, on a en effet plusieurs stratégies de compréhension qu'on va enseigner explicitement. Donc, ça peut être utiliser ses connaissances pour comprendre le texte, faire des prédictions, se poser des questions, redire avec ses propres mots, faire des inférences, se faire une représentation mentale et même moduler sa lecture en fonction de sa compréhension. Et tout ça, en fait, c'est ça, en fait, enseigner explicitement la compréhension, c'est viser, c'est se mettre comme objectif d'apprentissage l'une de ces stratégies. Donc là, en fait, je vous présente un ouvrage qui a été conçu par Maryse Bianco et Laurent Lima, qui s'adresse plutôt au cycle 3, où en fait, vous voyez, on pratique un enseignement explicite de la compréhension et on vise vraiment des stratégies. On va apprendre aux élèves à traiter les difficultés lexicales, on va leur apprendre à traiter les reprises anaphoriques, à gérer les relations causales, à faire des inférences, etc., etc. Et donc, vous voyez qu'on pratique vraiment un enseignement explicite. C'est très, très guidé comme ouvrage. Vous voyez, où on met
il y a une phase de mise en situation, une phase de modelage, de pratique d'idées, de synthèse et d'entraînement. Et donc, vous voyez, c'est très, très guidé. On donne même les consignes. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ce qui est dit dans le texte pour comprendre un mot à un. Voilà. La partie modelage, on dit faire lire le texte du modelage par un élève. Et puis, en fait, on dit aux enseignants comment faire cette partie du modelage. Donc ensuite, il y a plusieurs exercices. Ils ont donné un nom à ces stratégies. Il y a la stratégie de l'archéologue, mettons, etc. Et puis surtout, il y a une phase d'entraînement très importante avec énormément d'exercices où les élèves vont s'entraîner à utiliser la stratégie. Et puis une phase de synthèse, une sorte de leçon sur la stratégie utilisée. Alors, est-ce que j'ai été un peu trop rapide ou ça va, je continue sur... Je peux continuer? Alors, vous voulez peut-être poser des questions, certains d'entre vous, je ne sais pas. Moi, j'en ai une ou deux, Madame Allez-y. Tual. Euh, alors, la première, c'est plus une remarque qu'une question. En fait, je pense que dans le second degré, la difficulté que nous rencontrons actuellement, mais cette difficulté, elle est de plus en plus conscientisée, c'est que finalement, prendre conscience des compétences mobilisées par le lecteur expert, c'est une démarche qui est assez naturelle chez un enseignant de lettres, sans doute aussi chez les enseignants de langue vivante, mais peut-être que nous avons des collègues de disciplines qui sont peu littéraires, moins littéraires, plus scientifiques, qui sont en difficulté par rapport à cette prise de conscience. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, il me semble que nous avons à être attentifs à ces enseignants et à les accompagner dans cette prise de conscience. Voilà, ça fait pas partie, eux, l'implicite, je pense, qui est le leur, c'est que l'élève sait lire, c'est que l'élève comprend ce qu'il lit. Voilà. Et donc, remonter explicitement à cette stratégie de la compréhension n'est pas du tout dans la culture disciplinaire qui est la leur. Mais ça, c'est plus de l'ordre de la remarque. Je ne sais pas si cette remarque est partagée. Et une question précise, c'est est-ce que vous pourriez préciser quelle est en fait la durée de l'enseignement explicite? J'essaie d'être plus précise. Moi, j'avais toujours considéré que l'enseignement explicite devait être mis en place avec ces différentes étapes-là à l'échelle d'une séance d'enseignement, c'est-à-dire sur un empan horaire qui, dans le second degré, est 55 minutes. Est-ce qu'il est possible, en fait, d'imaginer que ces étapes, au contraire, se répartissent, par exemple, sur une semaine, avec une séance qui serait dans un premier temps, je ne sais pas moi, la pratique guidée, une deuxième séance qui serait davantage la synthèse et une troisième séance qui serait la pratique autonome. Je ne sais pas si ma question est claire. Votre question est claire. En fait, je sais pas trop comment répondre. Je pense que ça dépend de ce qu'on est en train d'enseigner. En même temps, je pense qu'il faut aussi rythmer la séance. Euh, Faire qu'une séance d'entraînement ou qu'une séance de pratique guidée, moi, je serais plutôt pour essayer de varier dans la séance plutôt que dans une même séance, quitte à revenir, à refaire. Elles ne sont pas forcément successives, ces étapes. On peut revenir à un moment donné, faire un peu de pratique autonome, revenir à de la pratique guidée, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, si, parce que c'est vrai que dans le second degré, nous avons quand même cette contrainte horaire. Oui, Peut-être qu'une séance de 55 minutes, on est un petit peu à l'étroit pour mener l'intégralité des étapes d'une séance d'enseignement explicite. Alors parfois, les enseignants ont 2 heures, donc ça donne un petit peu plus de temps. Ma représentation
premier degré, c'est que l'enseignant, professeur des écoles est plus à même, en fait, d'adapter la durée de son temps de travail. Mais je me trompe peut-être. Je Non, crois non, je suis que d'accord avec vous, j'ai hein. entendu, ouais, Je pense, quelqu'un a levé la main, je pense. Oui, Pardon. vous m'entendez? oui, très bien. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Là, vous m'entendez? Oui, oui. Excusez-moi. Oui, en fait, je me permets de rajouter au niveau de la notion de durée, pour avoir expérimenté la notion de ce paradigme de l'enseignement explicite, je pense qu'il faut peut-être faire appel à la neuroéducation parce que les démarches, elles peuvent être ancrées et il peut y avoir, parce qu'en fait, il faut travailler sur les différents types de mémoire, mémoire de travail, mémoire à long terme. Donc, la notion de durée est très importante, d'où l'intérêt de consolider et de répéter pour qu'il y ait automatisme. Donc, l'enseignement explicite est dans les théories d'apprentissage d'efficacité. Donc, ça veut dire qu'en une séance, il faudrait que les élèves puissent être en réussite. Donc, la démarche d'enseignement doit être fragmentée et très importante. Comme vous disiez, l'annonciation des objectifs, des attentes, euh, l'image mentale et la métacognition. Voilà. Ce sont des points, des jalons qui permettent justement à la fin d'une séance, quelle que soit la séance, qu'il y ait réussite. Qui dit réussite dit ce qu'on a retenu, ce qu'on a gardé en mémoire. Alors, je vais tout à fait dans votre sens aussi parce que c'est vrai que enfin, quand on lit les recommandations autour de l'enseignement explicite, il est bien dit que les élèves doivent s'entraîner jusqu'à ce qu'ils maîtrisent en fait la notion. Il y a cette idée d'entraînement justement est très importante en effet dans l'enseignement explicite. Je pense que la Et problématique, et c'est comment faire, peut-être. Comment faire, que ce soit au niveau des élèves ou de l'enseignant. Comme vous disiez, c'est vrai que les savoirs disciplinaires sont importants, mais le comment faire est important aussi, participe. Comment comprendre, vous voulez dire? C'est-à-dire que dans l'enseignement explicite, ce qui est important, c'est que ce soit l'élève qui sache comment est-ce qu'il est parvenu à, ça participe Ah à oui, sa réussite en fait, oui, dans la fixation oui. des connaissances. Et Et c'est un également travail l'enseignant. C'est un travail, là, en fait, quand on parle d'enseignement explicite de la compréhension, on est bien sur un enseignement des processus. Comment je fais C'est pour ça. comprendre? Plutôt que justement, enfin, après, quand j'allais revenir justement sur une des caractéristiques, c'est des enseignants qui pratiquent l'enseignement explicite, c'est de vérifier la compréhension des élèves. Et justement, c'est là, en fait, où eh ben, quand on dit ça, tous les enseignants disent, bah, bien sûr, on le fait. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie s'ils ont bien compris le texte ou s'ils ont bien compris comment on faisait pour comprendre. C'est là, en fait, on parle d'enseignement explicite, de la compréhension. C'est bien, c'est un travail qui porte sur les processus de compréhension. Juste pour terminer, dans une classe, j'ai vu une séance en lecture de 25 minutes avec des inférences en fait, pour la notion de temps. D'accord. Et c'était un entraînement, Une découverte. une découverte. Mais après, l'enseignant revenait sur cette notion, non? Par contre, il y a eu un travail en amont de stratégie de lecture et puis de l'acculturation. C'était en lien, c'était en lien avec un projet, en lien avec un album. Donc les D'accord. enfants étaient très rassurés au niveau des apprentissages, des compétences. Donc voilà, je pense que le travail en amont est essentiel. Oui, évidemment. Ouais.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Madame Mocker là, sur le caractère chronophage de l'enseignement explicite, euh, qui est nuancé dans sa remarque, puisque le temps passé en enseignement dans les petites classes fait gagner du temps après. On est bien d'accord que cette notion de- d'enseignement chronophage est à mettre en relation avec ce que vient de dire, me semble-t-il, Madame Tual, à savoir qu'est-ce qu'on veut construire comme apprentissage? Est-ce qu'on veut simplement vérifier que l'élève a compris le sens du texte et donc a accès désormais à un certain nombre de connaissances? Ou est-ce qu'on veut construire la manière dont l'élève prend conscience de la manière dont il comprend? Et ça, effectivement, c'est plus long, mais en même temps, c'est beaucoup plus solide comme, comme compétence. On n'a pas construit que de la connaissance. On lui donne accès à la connaissance, mais on construit surtout une compétence qui devient transversale. Donc voilà, je trouve qu'en termes d'efficience, euh, on peut admettre et on peut accepter effectivement qu'on ait eu besoin d'un petit peu plus de temps parce que ce qu'on a construit est beaucoup plus efficient. Voilà. C'est vrai que je vais revenir, enfin, pour aller dans ce sens, c'est euh, travailler la compréhension. Quand on enseigne la compréhension, c'est on souhaite développer des compétences, en effet, qui vont servir pour comprendre tout type de texte. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche. C'est que lorsqu'on on dit, bah voilà, on va apprendre à être flexible, ça doit servir pour lire un texte littéraire, mais aussi un texte en mathématiques, en histoire, enfin, dans toutes les disciplines. C'est lire pour apprendre aussi. Voilà. Effectivement, il faut se décomplexer, quoi. Il n'y a plus ce sentiment de perdre du temps à un moment donné, parce qu'en fait, non, on n'en perd jamais quand on est dans cette démarche, me semble-t-il. Je vous laisse poursuivre, Madame Thual. Merci. Donc là, en fait, c'était juste, il y a un rapport qui vient de paraître sur. Je suis désolée, je coupe mon micro 2 secondes. Voilà. Donc il y a un rapport qui vient de paraître, qui a été écrit notamment par Dominique Lafontaine, qui a étudié les résultats des jeunes, là c'est des Belges, au, à Pisa. Donc je vous ai mis le lien vers ce rapport que je trouve extrêmement intéressant. Et donc elle analyse en fait les compétences qui sont demandées dans les exercices PISA, en sachant que justement ils ont fait davantage lire les élèves sur des supports numériques. Et donc je trouve ils ont fait cette figure en fait qui modélise les processus de lecture mobilisés dans PISA. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça peut permettre en effet de définir des objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que fait un lecteur expert quand il lit sur Internet pour rechercher une information? Bah, d'abord, il doit accéder, on peut lui demander d'accéder, retrouver une information, de retrouver un texte pertinent par rapport à une question. Bon, évidemment, vous voyez ici, il y a, je vais mettre il y a lire de manière fluide. On a aussi généré des inférences et puis évaluer la qualité et la crédibilité d'une information, réfléchir sur le contenu, détecter, gérer les contradictions, puis piloter sa lecture, la réguler, se définir un plan, des buts. Et je trouve que vraiment ce tableau il est extrêmement intéressant pour justement se fixer des objectifs d'apprentissage de la lecture, d'apprentissage explicite de la compréhension. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, Rapidement, je voulais vous montrer que donc il y a des ouvrages comme celui notamment fait par Maryse Bianco et Laurent Lima pour effectuer un enseignement explicite de la compréhension. Alors pour l'instant, il y en a peu. Je vous disais, hein, il en existe au niveau de la maternelle, notamment les éditions de la Cigale. Il existe celui-là au niveau du cycle 3, mais il en existe très peu au secondaire. Mais à partir du moment en fait, où on a compris ce que c'était que l'enseignement explicite, on peut pratiquer aussi un enseignement explicite sans ouvrage particulier. Et je prends l'exemple du logiciel Tacite, qui est un logiciel qui a été développé par l'université de Rennes 2, en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, donc ce sont des petits énoncés avec une question comme ça, et c'est des questions à choix multiples.
l'élève a son écran, des énoncés apparaissent, ce sont des questions implicites, il a une question puis il doit y répondre. Alors, même à partir voilà, d'un logiciel, comme ça, on peut pratiquer aussi un enseignement explicite. C'est ce qu'on avait proposé à des enseignants. Donc, on leur disait en fait, voilà, de dire aux élèves, donc on allait faire un apprentissage explicite de la compréhension. Donc, notamment travailler sur l'implicite. Nous allons apprendre à mieux comprendre les textes que nous lisons. Il y a parfois des informations qui sont cachées. Nous allons apprendre à les trouver. Donc, on demandait en fait à l'enseignant d'effectuer un modelage. Donc, on avait fait une formation là-dessus. On disait, ben voilà, vous allez projeter un énoncé et vous allez, vous, enseignant, lecteur expert, le résoudre devant les élèves. Donc, on disait, ben voilà, voilà l'énoncé, avec le peigne dans une main et des ciseaux dans l'autre, Christophe s'approcha de la chaise de sa cliente. Celle-ci était un peu inquiète car elle avait décidé de changer son look. Elle ne savait pas à quoi elle ressemblerait en sortant. Quel est le métier de Christophe? Donc, il est coiffeur, boucher, fabricant de chaises. Et donc là, en fait, on demandait aux enseignants de dire aux élèves comment on peut faire pour répondre à cette question. Ensuite, il y avait un temps de pratique guidée où en fait les élèves avaient chacun un exercice et cet exercice était résolu collectivement en classe avec l'aide de l'enseignant. Ah, vous voyez plus le diaporama. Oui, il y a un problème de Tout le monde? chargement chez moi, mais je ne sais pas si c'est... je le vois, je le vois. Bon, alors voilà, vous pouvez continuer, excusez-moi, ça va venir. Ok. J'ai un problème de connexion sans doute. Merci. Donc en fait, on projette un énoncé. Enfin, les élèves ont chacun un énoncé, ils répondent à la question et on résout cette question collectivement. En sachant qu'en fait, on travaille vraiment sur les processus de la compréhension. Et puis, on fait une synthèse générale. Dans les outils qui existent actuellement sur l'enseignement explicite, là, c'est pas du... Ah, moi non plus, j'ai plus le diaporama. Ça va être compliqué. Ah, ça y est, ça revient. Euh, donc, en fait, il existe aussi des ouvrages qui ont été créés sur l'enseignement explicite des comportements. Alors ça, c'est pas du tout ma spécialité, mais je le cite quand même. Je sais pas si... Ah, je crois qu'on vient de perdre. Oui, effectivement, on vient de perdre Marie-Antoine. Elle va revenir, se reconnecter. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ça y est, merci. J'ai été déconnectée aussi, ouais. Alors, je suis passée trop vite sur certaines diapos, Marie-Antoine, c'est ça? on va revenir 2 diapos en arrière, a priori. Là, sur la pratique guidée. Est-ce bien ça, Madame Bravo? Merci beaucoup. Voilà. Vous voulez que je lise, peut-être pour certains ceux qui n'ont pas le diaporama. En fait, là, j'ai projeté, donc sur la diaporama, on voit un énoncé tacite avec la question, donc c'était l'histoire du coiffeur. Et puis, ce que pouvait dire l'enseignant. Donc, on peut dire aux élèves que pour répondre à la question, il est possible de raisonner de la manière suivante. Voilà, je sais que Christophe a un peigne et des ciseaux dans les mains. Le peigne nous fait penser aux cheveux et ou à la coiffure.
Donc là, dire, bah, vous voyez, en fait, j'utilise mes connaissances. Christophe s'approche de sa cliente avec le peigne et les ciseaux, sans doute. Bah là, je fais une hypothèse, sans doute pour lui couper les cheveux. On me demande quel est le métier. Voilà, je raisonne, en fait, je vais me dire, bah, s'il a des ciseaux, qu'il est coiffeur, enfin, s'il a des ciseaux pour lui couper les cheveux, c'est peut-être qu'il est coiffeur. Ça va? J'ai été moins vite? Et donc, l'idée après, c'était de projeter que les élèves aient chacun un autre énoncé, qu'ils répondent à la question et on les fait parler sur les stratégies, sur les processus. L'idée étant de leur dire de ne surtout pas donner leur réponse, mais bien de travailler sur comment ils ont fait pour répondre à cette question. Et on accompagne justement ce qu'ils disent sur les processus de compréhension. Et ensuite, on fait une synthèse sur la stratégie. La question à la fin, c'est bien, est-ce que tout le monde a bien compris comment on fait pour répondre à la question et pas est-ce que tout le monde a bien compris quelle est la bonne réponse. Est-ce que ça va mieux? Je peux continuer? Oui, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à prendre la parole tout à l'heure pour poser vos questions. Si une diapositive est passée un petit peu vite, si vous souhaitez revoir quelque chose. Donc, je vais là par contre, je vais pas expliciter davantage. Enfin voilà, donc on peut faire aussi un enseignement explicite des comportements. Donc c'est un travail qui est fait notamment par Steve Bissonnette et Claire Mangotier. Alors il y a cet ouvrage à mon avis qui est essentiel si on veut travailler là-dessus. Donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils identifient des valeurs, euh, ils prennent plusieurs situations scolaires et à partir de ces valeurs en fait ils vont les transformer en attentes de comportement. Bah, voilà, ils vont prendre le respect, je sais pas, quelque chose, une situation scolaire, mettons la cantine, ou voilà, et ils vont dire, bah voilà, par rapport au respect, quand je suis à la cantine, transformer en attente comportementale, ça veut dire que je dois me comporter de telle façon. Je dois, je sais pas, ne pas faire de, enfin, je sais pas, ne pas prendre, enfin, laisser ma table propre, mettons, quand je pars, ou quelque chose comme ça. Ces comportements sont enseignés et renforcés. Renforcer, ça veut dire en gros qu'on valorise les bons comportements plutôt que systématiquement sanctionner les comportements déviants. Et en tous les cas, les attentes sont vraiment explicitées. Donc là, je vous dis, c'est pas du tout ma spécialité, mais enfin, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur ce site. Vraiment, il y a pas mal de ressources. Beaucoup de conférences aussi de Steve Bissonnette. Donc, sur l'enseignement explicite. Donc, brièvement, en quoi ça consiste? Ça consiste à décomposer une tâche complexe en sous-tâches, en fait. On donne bien l'objectif d'apprentissage. C'est un enseignement qui comporte plusieurs étapes, donc avec la partie modelage, pratique guidée, pratique autonome, synthèse. Et il contient des gestes pédagogiques très précis, comme vérifier la compréhension, faire un feedback. Et ce qui caractérise l'enseignement explicite, c'est bien en fait une interaction entre l'enseignant et l'élève. En gros, l'enseignement explicite, c'est qu'on vérifie, c'est un maître qui est hyper présent en classe, qui vérifie que tous les élèves sont bien engagés dans la tâche et sont bien engagés cognitivement sur l'objectif d'apprentissage. Donc, je dis ça parce que si vous lisez des choses, on parle d'enseignement direct, d'enseignement explicite, et des fois, ça a été un petit peu critiqué en disant, bah oui, c'est un cours magistral. Pas du tout. Enfin, pas du tout l'enseignement. Il y a une chose à retenir de l'enseignement explicite, c'est d'abord d'être très au clair sur ce qu'on veut que les élèves apprennent à la fin de la séance et vérifier qu'ils sont bien engagés cognitivement sur cet objectif-là.
et qui ne sont pas engagés cognitivement ailleurs. C'est vraiment ça. Et donc, pour ça, il faut vraiment être très attentif à l'élève. C'est vraiment une question d'interaction entre l'élève et l'enseignant. Donc là, j'ai terminé ma deuxième partie et je refais une pause pour savoir si vous avez des questions. Moi, Dominique Barzotti, j'aurais une question. Oui. S'il vous plaît. J'ai travaillé sur l'enseignement explicite dans le REP où je suis copilote. Et là, vous développez de manière assez importante et à juste titre tout ce travail que l'on doit faire avec les élèves pour s'assurer de leur compréhension, pour s'assurer du balisage du chemin qui mène à la compréhension, etc. etc. Et me vient une question sur le lien entre ce que vous êtes en train de dire et les travaux sur la métacognition qui ont été menés, par exemple, par Anne-Marie Dolly, fin des années 90, début des années 2000. Comment ils sont intégrés dans tout ce que vous êtes en train de dire? Quel est le lien? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que moi je vois un lien fort, mais je pose la question. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est intégré? Comment, etc. Sur le plan de la recherche, je veux dire. Alors, je ne connais pas bien ces travaux, donc je ne peux pas vous répondre. Mais du coup, si vous voyez le lien, vous allez nous dire. Et après, je vais essayer de répondre. Les travaux d'Anne-Marie Dolly et d'autres personnes, mais elle, c'était quelqu'un qui était chercheur en Auvergne, à l'Université d'Auvergne. Je pense qu'elle est en retraite, parce qu'elle était très âgée déjà. Je ne sais pas si dans le public, il y a des gens qui connaissent ces travaux-là. Mais tout ce que vous avez dit, là, la dernière partie de ce que vous avez dit me fait exactement penser à ces travaux. Procédure métacognitive qu'on met en place dans l'enseignement pour que les élèves puissent construire tout ce que vous avez énoncé là dans votre deuxième partie d'exposé. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé là-dessus dans les collègues? Non, personne. C'est exactement ça. Si. Si, Clémentine. Oui, les stratégies métacognitives. Oui, je ne vois pas trop la différence en fait, la question. Mais c'est intégré dans l'enseignement explicite, dans la vérification. Ben non, je ne vois pas. Toute la partie modélisation, etc., effectivement, Anne-Marie Dolly, elle n'a pas du tout travaillé là-dessus. Et les gens qui ont travaillé sur la métacognition, donc ça date de 25 ans pour certains. Mais dans la dernière partie, pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur en pensant que c'était une reprise de ces... On peut aussi faire le lien avec toute la partie enrôlement de Jérôme Brunner aussi. En fait, tout est imbriqué. En fait. C'est ça, il y a plein de références théoriques. Il y a plein de références théoriques qui sont importantes. C'est la richesse. C'est la richesse de l'enseignement explicite, en fait. Ça fait appel à plusieurs théories d'apprentissage. On est à la fois dans le constructivisme, dans les métacognitions, et puis dans le socioconstructivisme. Pour moi, on n'est pas trop dans le socioconstructivisme, mais bon. On est dans les interactions, parce qu'en fait, c'est vraiment une démarche qui est modélisante, et ensuite après, pour qu'il y ait consolidation, automatisation, il faut mettre en place un travail de coopération au sein de la classe, de l'école. Voilà.
Non, mais je dis ça parce qu'en fait, j'ai fait une recherche sur l'enseignement explicite, c'est pour ça que. Explicite, ce qui est vraiment, je dirais, nouveau par rapport aux théories de l'apprentissage précédentes, hein, c'est tout ce qui est modélisation, voilà, qui justement s'oppose au socio-constructivisme pour moi. Mais bon, après, tout le reste, c'est des choses qui, sur le plan théorique, ont déjà été travaillées et puis mises en œuvre également sur le plan pédagogique. Hein. Voilà, et c'est intéressant, hein, c'est intéressant, mais voilà, moi, c'est une question que je me posais, voilà, de faire le lien entre toutes ces théories. Et puis l'exemple de la compréhension, c'est un exemple qui a été beaucoup travaillé justement. Et la difficulté de l'enseignement explicite, beaucoup travaillé, y compris en formation, me semble-t-il, avec toutes les étapes que vous avez décrites, madame, mais en fait, comment dire, dans d'autres disciplines, ça paraît moins simple à mettre en œuvre. L'enseignement explicite. Hein. Oui. C'est vrai. La seule. Pardon. En France, c'est sur l'enseignement explicite, c'est notamment surtout Maryse Bianco hein, qui a développé des ouvrages et qui travaille évidemment sur la compréhension en lecture. Donc c'est aussi pour ça que je présente ces ouvrages. Une théorie sur une discipline ou un champ disciplinaire. Madame Tchal, oui, pardon. Pardon, j'ai plus de voix. Par rapport à ce que dit Madame Barzotti sur la difficulté, en fait, si j'ai bien compris, de transposer l'enseignement explicite sur d'autres enseignements disciplinaires que ce qui est finalement le français et les textes un petit peu de fiction. Il me semble quand même qu'il y a des peut-être expériences, des situations dans lesquelles vous avez pu interroger en fait la manière dont l'enseignement explicite pouvait être transposé dans une séance de SVT, dans une séance de mathématiques. Je me trompe, ça n'a pas abouti ça? Moi, en fait, enfin, j'ai pas spécialement travaillé là-dessus. Après, comment je le vois là, comme ça, en fait, c'est vraiment de savoir. Je pense qu'une des difficultés, c'est déjà d'être très très au clair sur quel est l'objectif d'apprentissage de la séance, en fait, et vraiment de définir très précisément les compétences nécessaires pour arriver à cet objectif et que les critères de réussite soient très explicites pour les élèves. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, mais donc ça suppose, me semble-t-il, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça suppose une espèce de transfert didactique sur l'identification des compétences. Je ne sais pas si je suis claire, il ne s'agit pas de comprendre pourquoi le héros fait ça, mais comment j'ai fait pour le comprendre. Bah, qu'est-ce que je vais mobiliser comme compétence pour arriver à répondre à la question. Voilà. Et c'est ça que je veux enseigner. Voilà. Je ne sais pas si je donne un graphique en histoire ou qu'est-ce que je vais mobiliser comme compétence pour le comprendre ou pour tirer une information pertinente par rapport à la question et qu'est-ce que je vais enseigner vraiment aux élèves dans cette séance comme compétence pour extraire l'information du graphique. Oui, mais donc effectivement, votre exemple du graphique fonctionne très bien. Je ne suis pas sûre que les enseignants qui ont recours à ces langages par le graphique aient conscience en fait des stratégies qui doivent être mises en place et je ne suis pas sûre qu'ils aient des documents qui les aident à identifier les stratégies qui rendent la lecture du graphique efficace. Non, parce et qu'ils c'est sont peut-être ce que veut dire experts. Madame Barzotti quand elle dit ça semble facile sur des textes littéraires, des énoncés littéraires, d'autres situations de lecture rendent l'enseignement explicite peut-être plus difficile à transférer. Oui, parce qu'il faut en effet
être expert en fait des processus qui sont mobilisés pour faire telle ou telle tâche. Alors, Et en si effet, je sur peux la me permettre, compréhension, c'est vrai qu'on a Riznianko qui a beaucoup travaillé. Et, en France, voilà, on a beaucoup d'éléments sur les stratégies mobilisées en compréhension. Dans les autres disciplines, je connais moins. Mais un an. en français, il y a eu beaucoup de travaux hein, sur la compréhension. Qu'est-ce que l'élève doit faire pour comprendre, quels sont les obstacles, y compris didactiques à la compréhension, etc., etc. Il y a une multitude de travaux. Après, dans les autres disciplines, si on prend l'exemple du graphique, on reviendrait peut-être aussi au questionnement de M. Porte, c'est-à-dire déjà, c'est identifier où est l'implicite dans la situation d'enseignement-apprentissage. Hein. Je dis à bon escient, non pas seulement la situation d'apprentissage, mais je dis situation d'enseignement-apprentissage. Donc, le travail de l'enseignant, c'est non seulement avoir une idée claire des objectifs d'apprentissage, mais justement ne pas passer à côté de tout ce qui semble tellement évident qui n'est pas identifié comme apprentissage. Donc voilà, comment on peut accompagner, peut-être la question elle serait là, accompagner les enseignants à identifier ce qui relève d'un implicite, culturel ou scolaire ou je ne sais quoi, et qu'est-ce qui relèverait d'une situation d'enseignement-apprentissage. Je ne sais pas si je suis claire là, mais la difficulté. Pour moi, si, Très clair. et je suis entièrement d'accord avec vous, puisque en fait, c'était aussi la suite de mon intervention. C'est comment faire travailler cet accompagnement des enseignants. Il ne suffit pas de former à l'enseignement. Juste une remarque. Voilà, c'est pas seulement ça. C'est identifier, et là, on serait sur les travaux d'Elisabeth Gauthier, de Rochex, etc. Qu'est-ce qui relève de l'implicite voilà, enfin, pour moi. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir tout à l'heure, non? Oui, juste une toute petite remarque. Je rebondis sur ce que ma collègue Madame Barzotti vient d'expliquer, et je pense que c'est fondamental de pouvoir lever l'ensemble des implicites, parce que l'enseignement explicite qui s'appuie sur la modélisation, c'est une seule des approches de l'enseignement de l'explicitation. L'explicitation, avant tout, c'est le repérage et la chasse à l'implicite. La modélisation, si on ne s'appuie que sur cette modélisation-là, on a un effet boîte noire, un peu behavioriste, et justement, on ne nomme pas les compétences. Je pense que c'est un point absolument important, c'est d'arriver à lever l'ensemble des implicites et l'ensemble des compétences en œuvre. Pas simplement de regarder, de montrer comment on fait. Alors, oui, parce que en fait, quand je disais la modélisation, c'est parler en fait. C'est ça, c'est extrêmement difficile. C'est montrer, mais montrer justement en disant, bah voilà, je fais ça, en expliquant, je fais ça. Il faut être, c'est vraiment très difficile parce que nous, on utilise beaucoup de processus inconscients. Essayer de les rendre conscients et de les dire, c'est ça en fait, modéliser. C'est pas juste faire devant les élèves, c'est faire en expliquant ce qu'on fait de façon automatique. Ce serait, enfin, imaginez, je vais avoir une image un peu bête, hein, mais ce serait, voilà, vous êtes un expert, vous faites du vélo, et ben, ce serait réussir à dire, ben voilà, là, j'appuie sur la pédale, là, je fais ci, là, je fais ça. Vous voyez, c'est pas du tout naturel. Hein. C'est pas simplement faire du vélo devant les élèves en disant, regardez, j'y arrive bien. C'est vraiment dire, ben voilà, pour y arriver. Et c'est vraiment un exercice très complexe. Et c'est bien l'une des difficultés en formation que l'on rencontre. C'est qu'en fait, si je veux apprendre à quelqu'un à marcher et que je lui explique exactement chacun des muscles que j'active pour marcher, je vais tomber. Et les enseignants sont d'accord avec la nécessité d'expliciter, de chasser l'implicite et de nommer les compétences et de les transmettre, de travailler les compétences à transmettre et non pas le produit de ces compétences.
Sauf qu'il faut les accompagner dans ce travail de recherche quasiment sur la Oui, façon de nommer oui, les tout à apprentissages fait. et de savoir les isoler, parce que c'est encore autre chose. Hein, si vous êtes dans un processus de rédaction, avec toutes les encapsulations que ça nécessite, que ça implique chez les jeunes enfants, là, je parle de 3, c'est quand même bien difficile d'être capable d'extraire une compétence, hors toute chose étant égale par ailleurs. Et ça, c'est un travail. Voilà, la vraie difficulté, elle est là. Après, sur le principe de la nécessité de lever les implicites, d'expliciter, de modéliser, d'entretenir un débat et une négociation autour des processus, je pense que tout le monde est d'accord. Par contre, il y a un défaut d'outillage. Tout à fait. Et c'est, Oui, alors que moi, je c'est- nuancerais aussi. Pardon. Non, allez-y. Oui, je pense que le risque aussi de l'enseignement explicite qui cherche le langage, l'outil pour décrire par le langage, peut aussi être un enseignement qui finit par être bavard et qui va du coup à l'encontre de ce qu'il essaie de produire, à savoir l'activité de l'élève et l'autonomie de l'élève. Et notamment avec des élèves en difficulté de compréhension de la langue orale, le moment de la modélisation et le moment où l'on fait plutôt que celui où l'on dit me semble absolument fondamental. Là, je crois que nous avons parmi nous des collègues qui sont sur des enseignements qui pensent justement non pas simplement la lecture du texte et donc pas simplement l'enseignement explicite de la compréhension en lecture, mais l'enseignement explicite de l'action à mener. Et je crois que cette phase de modélisation est absolument fondamentale. Il y a des élèves qui vont comprendre, je ne sais pas si on a des collègues en EPS là, mais je pense que le transfert est possible aussi. Qu'est-ce que c'est que enseigner explicitement un geste, une action, je ne sais pas moi, dans une activité sportive, c'est bien finir par laisser faire. Et après, c'est dans l'action peut-être que l'on peut effectivement trouver ce qui doit être mis en mots, mais c'est parce qu'on fait l'action. Ça, c'est vrai Voilà. Et du aussi. coup, il y a certains. Je pense que c'est vrai aussi. Enfin, je suis entièrement d'accord avec vous aussi sur que c'est un risque, en effet. Et pour avoir travaillé cette année avec des jeunes PE en maternelle qui ont cherché à mettre un enseignement explicite en moyenne section pour réaliser des inférences sur les émotions des personnages. Et en effet, elles se sont rendues compte qu'elles étaient trop bavardes, en effet, que ça nuisait à la compréhension. Elles ont voulu quelque part trop expliciter et qu'en effet, elles se sont rendues compte qu'il fallait sans doute davantage accompagner et faire avec plutôt que trop expliciter. C'est exactement la limite qu'elles ont rencontrée à leur travail cette année. Et je crois que là, on retrouve quelque chose qui est aussi chez Vermeersch et son enseignement, ses entretiens d'explicitation, c'est-à-dire que en fait, l'enseignement explicite permet en fait de rentrer progressivement dans les détails d'une action. Et c'est pas la peine d'être tout de suite dans un propos qui va penser toutes les phases, comme l'exemple que vous donniez tout à l'heure, pour faire du vélo, je fais ceci, je fais cela, j'appuie, etc. On va en fait progressivement focaliser et rentrer dans le détail. Et dans un premier temps, on a quand même une modélisation qui va pouvoir penser la globalité de l'action. Et après, dans les étapes de pratique accompagnée puis de pratique autonome, en fait, on va voir que on peut rentrer dans un instant précis de l'action, dans un moment précis de l'action. Et donc, chez Vermeer, chez l'entretien d'explicitation, c'est bien ça l'idée. C'est dans un premier temps, vous allez me raconter ça, et puis ensuite, on va s'arrêter sur un temps et on va décomposer un temps précis. Il me semble que c'est possible de penser les deux mouvements. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dirais.